toutes et à tous, et bien bienvenue sur cette édition Territorialis et en direct. Nous allons positionner un petit peu la notion de territoire intelligent, donc sur ces assises nationales des cadres des dirigeants des collectivités. Et pour cela, donc j'ai le plaisir d'accueillir Franck Coquin, maire de Saint-Léger-de-Lignières, et donc il y a d'autres fonctions qui va se présenter. Il va nous faire une approche de la partie territoire intelligent vue pour un territoire de moins de 10 000 habitants. Bonjour, donc Franck Coquin, maire de Saint-Léger-de-Lignières, effectivement, et également vice-président d'Angers-Loire Métropole, en charge également donc copilote du territoire intelligent. Et donc au niveau du territoire intelligent, donc j'ai la possibilité de pouvoir avoir un double regard, à la fois du projet réalisé par Angers-Loire Métropole, qui a souhaité développer dans différents domaines le territoire intelligent, et également le regard d'un maire d'une petite commune qui a souhaité également mettre en place des services. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que des éléments d'un territoire intelligent, donc d'un territoire connecté, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est déjà d'avoir en tête ce que l'on veut en faire. Parce que derrière, ce sont des questions de gouvernance qui sont au cœur de l'enjeu. Donc pour des maires, pour des communes, pour des collectivités territoriales telles que des EPCI, eh bien, il y a un besoin de savoir ce que l'on veut apporter en tant que service, soit au niveau de la gestion de la ville, soit au niveau des agents, soit évidemment aussi au niveau des habitants. Et donc la gouvernance dont on parle, c'est une gouvernance à la fois qui est au niveau des élus, une gouvernance politique, une gouvernance également donc technique et une gouvernance, comme je disais, donc publique. Et à chaque fois, on va développer une infrastructure qui sera en lien avec ces éléments. Donc, quand vous voulez avoir des services supplémentaires pour vos habitants, eh bien, l'important, c'est de savoir ce que vous voulez en faire. Donc, l'enjeu pour nous, c'est à chaque fois d'avoir développé, si je prends l'exemple de Angers-Loire Métropole, d'avoir développé un jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est un outil qui nous permet de décider, donc d'avoir une aide à la décision facilitée, parce que c'est une représentation en 3 dimensions de notre territoire, où on peut implémenter donc des cas d'usage. Et donc derrière, c'est utile aux élus pour pouvoir décider l'avenir, finalement, la façon dont ils veulent voir leur territoire dans quelques années. Sur la partie technique, nous nous sommes équipés d'un hyperviseur. L'hyperviseur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un instrument qui permet informatiquement de piloter l'ensemble des directions métiers. Donc, on a des superviseurs qui, par métier, nous permettent d'avoir donc une gestion, un pilotage d'un domaine donné, et l'hyperviseur assure cette coordination. Donc là, typiquement, par rapport à nos enjeux, c'est le côté technique et donc vis-à-vis des agents qu'on a cette importance, puisque ça nous permet derrière d'avoir un pilotage plus fin, plus efficace de notre territoire. Et enfin, je parlais de gouvernance publique. Et bien derrière, c'est toute cette sensibilisation. Comment, à partir des infrastructures existantes, on élargit notre domaine à des usages pour les habitants, pour que la ville soit gérée de façon plus simplifiée et bénéficie à tout le monde. Donc l'important vraiment, c'est d'avoir en tête que quand on a un projet de type territoire intelligent, il faut pas avoir une approche uniquement techno-solutionniste en disant voilà, on a en fait un outil qui va répondre à un problème. Non, il faut avoir cette vue globale. C'est effectivement une des composantes et c'est ce qui va nourrir le projet. Mais c'est à chaque fois ce regard un peu macro de dire mais qu'est-ce qu'on va en faire et pourquoi on veut finalement investir dans telle ou telle infrastructure. Alors, justement, on parle des usages, les usages aujourd'hui sur un territoire. Comment on arrive à fédérer les acteurs? Donc, dans la collectivité, on va toucher différents segments. C'est une fonction transverse. Alors, comment on arrive à fédérer les acteurs du territoire sur un projet de territoire numérique? Alors, on les fédère à différents niveaux. On les fédère déjà au niveau des élus, puisque comme je le disais, l'important c'est d'embarquer l'ensemble des maires et des territoires pour voir le bénéfice. Alors, ce qui fait cas d'école en général, c'est quand on a un usage concret à présenter aux différents maires. L'exemple que l'on a développé, l'un des premiers cas d'usage, c'est le risque inondation, parce qu'on est un territoire quand même extrêmement drainé par la Loire, même si bien sûr on connaît chaque année des épisodes de sécheresse. L'enjeu majeur pour nous, ça reste quand même la priorité des possibilités d'inondation. Et bien avec notre jumeau numérique, on a la possibilité de simuler les différents crues passées et de regarder ce que ça impacterait aujourd'hui avec l'urbanisme d'aujourd'hui.
Et même chose, on a aussi un autre regard, c'est que on a ce qu'on appelle en physique l'onde de crue. L'onde de crue, c'est ce qui se passe à Orléans, se reproduit exactement 3 jours plus tard à Angers. Donc en intégrant ces données-là, on est capable d'anticiper les niveaux atteints, les quartiers, les bâtiments, les armoires électriques, donc l'ensemble des systèmes qui vont être impactés. Et donc quand on arrive devant les maires et qu'on présente cet outil-là, évidemment, on est tout de suite convaincant et équité parce que c'est concret et on a cette capacité de mettre en sécurité les habitants et les bâtiments avant évidemment que ne survienne l'événement. Donc ça c'est un premier exemple, mais on peut aussi parler des îlots de chaleur où on identifie aussi les différents lieux avec cette de température, supérieure. Et là encore, on a après la politique que l'on peut mener pour cartographier le territoire et développer un schéma cohérent où on va chercher à désimperméabiliser les lieux stratégiques qui vont permettre ensuite de diminuer cette fameuse température d'îlot de chaleur. Alors justement, donc derrière, on voit que ce sont des problématiques techniques au niveau du territoire. Ces problématiques, donc on parlait tout à l'heure de servir le citoyen. Pendant de nombreuses années, ça a été la smart city, le territoire intelligent, c'était des outils techniques. Comment aujourd'hui on implique le citoyen lui-même dans une chaîne comme le territoire intelligent? Alors pour moi, c'est le cœur du sujet. Je fais une distinction entre la Smart City et le territoire intelligent. La Smart City, on est justement sur l'approche techno, des capteurs qui répondent à un enjeu matériel. Et dans le territoire intelligent, on a cette vue macro où on veut justement être au service du territoire, avec à la fois donc le côté, comme on l'a dit, élus, agents, mais aussi habitants. Et au niveau des habitants, eh bien, comme l'infrastructure est développée, est présente, ce que l'on attend et ce que l'on souhaite, ça va être d'ailleurs la nouvelle phase que l'on engage au niveau du marché. En gros, le marché, on est sur un marché de 12 ans. Les 6 premières années, on était sur le développement de l'infrastructure. Là, maintenant, les 6 années, on va développer des usages. Et au niveau des usages, ça passe aussi par des liens avec le monde de la recherche, les entreprises et donc les habitants. Les personnes qui vont avoir des idées et des souhaits de développement, eh bien, on va avoir un lieu dédié qui s'appelle le forum, où on va accueillir tous ces habitants, entreprises, au sens large, pour les accompagner dans la mise en œuvre, justement, des idées d'usage qu'ils pourraient avoir au niveau du territoire. Donc, ça va faciliter, évidemment, la mise en œuvre. Et puis, on va avoir un système un peu de concours, de vote, c'est-à-dire que les idées qui seront partagées et pour lesquelles des entreprises diront, bah oui, c'est vrai, là, ça a un vrai intérêt pour nos territoires, eh bien, on va les accompagner pour développer et mettre en œuvre ces solutions. Alors, on parle donc de Angers Bordeaux Métropole et donc notamment le territoire d'Angers. On est parti donc sur un marché global de Cap Provence et justement pour là les nombreux directeurs généraux de services qui sont présents, avec une pression de plus en plus lourde sur les collectivités, avec des moyens de plus en plus complexes. Alors comment juridiquement on peut gérer, on peut commencer lorsqu'on est une petite collectivité, on est une petite état, mais une collectivité de moins de 10 000 habitants, comment on peut construire un projet de territoire intelligent et est-ce que c'est réalisable? Oui, bien évidemment, c'est réalisable, en fait, quelle que soit la taille des collectivités. Là, on prenait l'exemple d'Angers Métropole, donc on est effectivement sur une grosse collectivité, avec 9 champs différents qui ont été tout de suite engagés. Mais l'avantage, en fait, c'est qu'un territoire intelligent peut se construire petit à petit. Et on peut, donc, par les histoires de superviseurs que je vous évoquais tout à l'heure, avec les directions de métier, faire brique par brique. On peut partir, si on prend l'exemple concret sur ma commune, l'avantage, c'est que le territoire intelligent d'Angers Métropole explore différents domaines, mais en complément, je peux aussi, moi, de mon côté, en explorer d'autres. Exemple classique, les capteurs dans les bâtiments. Aujourd'hui, j'ai équipé en fait les écoles, les différents bâtiments publics de capteurs d'hygrométrie, de CO2, de température, qui me permet un pilotage et donc avec un système d'alerte pour regarder évidemment s'il n'y a pas un dysfonctionnement et si on n'a pas besoin de faire intervenir un agent ou avoir une intervention à distance. Et cette brique-là, c'est une des briques que j'ai développées, mais je n'ai pas développé évidemment autant de briques qu'Angers Métropole, mais c'est pas un problème dans le sens où je vais les développer petit à petit.
Donc avec un équipement dédié, on peut justement faire un effort. C'est que certaines collectivités ont développé des arrosages automatiques avec des capteurs d'eau. Donc on n'est pas parti là-dessus pour l'instant, donc c'est pas pertinent pour notre commune. Mais il faut vraiment développer à chaque fois un projet qui correspond aux besoins de la commune. Vraiment, ça c'est le cœur du sujet. Ne pas partir dans différents domaines du domaine du gadget, mais bien être par rapport à une réponse à une problématique identifiée sur notre commune. Alors justement, merci pour toute transition que vous trouvez, puisque on parle de financement, donc c'est un peu l'offre qui s'est co-construit avec donc Territoire de demain. Donc Territoire de demain, donc aujourd'hui Victoria Lubert va nous présenter un petit peu l'offre. Alors comment l'UGAP peut intervenir, aider ces collectivités qui veulent justement arriver sur l'efficience, la gestion, la réglementation, puisqu'on parlait de la qualité de l'air, qui est une réglementation obligatoire depuis le 1er janvier. Alors comment se positionne? Alors c'est quoi juste Territoire de demain? Alors oui, Territoire de demain, c'est la nouvelle ambition de l'UGAP, c'est d'accompagner nos clients dans leurs projets de territoire connecté de façon modulaire, de façon adaptable, brique par brique, comme vous le disiez, et de façon totalement ouverte. Pour absorber la complexité de ces projets, l'UGAP arrive en facilitateur au travers d'une 60aine de cas d'usage qui sont tous adaptables à la réalité des territoires de nos clients, dans leur dimension, mais aussi dans leur organisation. Ces 60 cas d'usage, ils traitent de 4 enjeux principaux de la transition. Vous les avez ici. Transition environnementale, efficacité énergétique, anticipation et prévention des risques et mobilité durable. Vous avez parlé du risque d'inondation, c'est un cas d'usage. On a aussi le stationnement intelligent. Il faut savoir que 20% des gaz à effet de serre sont liés à la recherche d'un stationnement. On peut parler aussi de l'efficacité énergétique des bâtiments, du contrôle, du suivi des consommations énergétiques, du niveau d'eau, de la détection des feux de forêt. Donc voilà, 60 cas d'usage éprouvés que l'on adapte sur mesure à la réalité des territoires. Pour sécuriser le process, on s'appuie sur des experts, des spécialistes. On a un mandataire qui est Suez. On a des experts que sont SCC ou Capgemini. Et puis, on a des tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est la FAV, c'est le CEREMA, et un maillage de TPE, de PME, de start-up extrêmement innovantes pour accompagner l'ensemble des projets. Très concrètement, comment cela se passe? Eh bien, on va faire un audit de l'existant. Ensuite, en fonction des besoins, on va fournir les équipements, les capteurs nécessaires. On va mettre en place les systèmes de communication. On va stocker la donnée dans les data centers. On va fournir évidemment les logiciels qui seront nécessaires. Ensuite, le cas échéant, on peut fournir de l'hypervision, de la supervision. On va maintenir également tout le matériel. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fin de vie, on va pouvoir démonter et recycler les capteurs. Donc vraiment de bout en bout. Et puis bien évidemment, ce marché, c'est toute la valeur ajoutée de l'UGAP dont vous pouvez bénéficier, puisque c'est la dispense de procédure, la sécurité juridique évidemment, l'achat juste et durable, et puis à travers toutes les agences UGAP de France, un accompagnement vraiment de proximité locale, proche des territoires. Alors on le voit dans le déploiement des territoires de demain. Aujourd'hui, on est sur une phase d'exploration. C'est un projet qui a été mené avec une réflexion avec les grands opérateurs. Un cas concret, une collectivité qui a une problématique, elle va être confrontée à un ensemble d'acteurs. Là, l'intérêt, c'est qu'on a des acteurs, qui sont des acteurs institutionnels reconnus, donc c'est certifié, qui ont été sélectionnés en cas de l'UGAP dans le territoire de demain. Et aussi, on parlait de tiers de confiance sur le CEREMA, qui vont apporter toute leur expertise. Chaque territoire ayant un ADN particulier. Et puis aussi, bien sûr, la PAV, le rôle de la PAV qui va être là, parce que lorsqu'on touche le territoire, on touche bien sûr des équipements électroniques, des logiciels, mais aussi des infrastructures. Donc là aussi, c'est important. Alors comment aujourd'hui l'UGAP, par son rayonnement, donc au travers de l'offre territoire de demain, une collectivité exprime un besoin, et ce besoin est repris par l'UGAP, qui va en faire l'analyse? Oui, alors repris par l'UGAP, oui, parce qu'on connaît bien nos clients, mais aussi on s'appuie très rapidement sur nos titulaires, parce que ce sont vraiment les titulaires, les membres du groupement qui sont des experts des territoires connectés, et donc très rapidement ils interviennent à nos côtés pour sécuriser le process, mais aussi pour s'assurer que la solution qui est envisagée
est la bonne et est déployable sur le territoire précis. Il ne s'agit pas vraiment de reproduire à l'identique ce qu'on pourrait avoir dans une commune voisine, mais de l'adapter aux besoins et à la réalité du territoire. Victoria, Franck, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis, eh bien, je vous souhaite un bon salon sur ce salon Territorialiste 2025. Et puis, je pense qu'on a mérité. Donc, c'est le moment de questions-réponses. Merci.